Alors j'ai un peu, c'est particulier d'appeler ce que je vais vous dire là poème. J'ai eu un peu de mal à le considérer comme tel. C'est quelque chose que j'ai écrit pour ce temps fort, cette invitation de l'Institut des Afriques. C'est un texte donc que j'ai écrit pour accompagner un plat que j'ai cuisiné hier au réseau Paul Bert et avant-hier au lycée Kyoto à Poitiers avec des étudiants. Et donc ce texte porte le nom du plat: riz rouge au niébé, pintade, légumes rôtis et sauce tamarin. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Un air bien connu des célèbres Black Eyed Peas. Avant d'être le nom de ce groupe de musique mondialement connu, les Black Eyed Peas sont des haricots originaires d'Afrique. Un haricot original qui a fait le voyage inverse à celui de son cousin, le rouge, qui lui vient des Amériques. C'est en empruntant le passage du milieu dans les cales des bateaux négriers que ce pois à œil au beurre noir se retrouve dans la soul food des cuisines du sud des États-Unis. Là, il porte chance lorsqu'il est consommé le jour de l'an. Et c'est en salade qu'on le mange également sous le nom de Southern Caviar ou caviar du Sud. Combien d'Africains savent que leur niébé est devenu caviar dans le Nouveau Monde, là où les Afro-Américains nomment toujours yam, ce que les autres appellent patate douce. Car son goût, en faisant le meilleur substitut à l'igname, ce tubercule africain était regretté de ceux que l'on avait également arrachés à leur terre. Dans ce plat, il y avait donc de la patate douce et du niébé, le nom wolof du haricot cornille ou d'olique à œil noir ou cowpea ou encore black eyed pea. Mais ce n'est pas tout. Le plat du soir, c'était un tchébou niébé bourronre. Riz rouge au niébé, en wolof, langue du Sénégal, héritier de l'ancien royaume du Jollof. Jollof comme Jollof Rice, cuisiné au Ghana et au Nigeria, deux pays qui se disputent la paternité, mais aparté. Ne devrait-on pas plutôt parler de maternité, car qui cuisine et qui transmet ce savoir-faire culinaire? Qui? Je disais donc, Ghana et Nigeria, deux pays qui se disputent la maternité de cette recette de riz dont le nom indique pourtant clairement l'origine. Jollof. Ce riz rouge orangé est appelé riz au gras au Bénin, red rice and peas à la Jamaïque, mais aussi jambalaya et creole dirty rice en Louisiane, par opposition au dirty rice cajun qui lui est brun et non rouge. Rouge comme le Gula Red Rice, le Savannah Red Rice, le Charleston Red Rice de la Low Country américaine et des Sea Islands. Là, les colons avaient tenté d'implanter la culture du riz, sans succès, jusqu'à ce qu'ils aient la riche idée de déporter des Africains déjà cultivateurs de riz, issus de l'Afrique de l'Ouest, notamment de Sierra Leone et de la vallée du fleuve Niger. Des siècles plus tard, les Gulagishi, peuple afro-américain de la côte sud-est, cuisinent toujours le riz de la même façon que les Ouest-Africains. L'homme africain et la femme africaine ne sont pas rentrés dans l'histoire. N'en déplaise à notre ancien président, ces si précieux savoir-faire, Uncle Ben les a bien hérités de quelque part. Ils ont l'Atlantique en miroir, mais non plus de tropiques en frontière. Différents points du globe, différentes populations, différentes origines des aliments, différentes nations, différentes cuisines, différentes histoires et tant de communs. Déclinaisons variées d'un même principe. Un riz fondant, goûtu, coloré par sa cuisson dans une sauce assaisonnée et épicée. J'ai dit épicée, pas pimentée. Qui pourrait être considéré comme un lointain cousin de la paella espagnole ou du biryani indien. Mais si aujourd'hui c'est le plus souvent le controversé mais universel concentré de tomates, ainsi que le poivron et le piment rouge qui colorent ces riz, c'était probablement l'huile rouge, celle du palmier à huile. Oh my God, va des rétro satanas, l'huile de palme. Mais oui, messieurs, dames, l'huile de palme. Mais la non raffinée, non désodorisée, celle qui a un goût et une odeur incomparables et qui colore tout ce qu'elle touche, y compris votre bouche. C'est sans doute elle qui teintait le riz de ce rouge orangé à l'origine. D'ailleurs, le riz au gras, ça vient peut-être bien de là.
Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos pintades. Savant alliage de couleurs et goût prononcé pour les imprimer à motif. Ça vous rappelle quelqu'un? Ne vous fiez pas à sa tête en bleu, blanc, rouge. La pintade, cette élégante aux plumes grises à pois blancs, est bien originaire des plaines d'Afrique, où on peut encore la trouver à l'état sauvage. Revenons donc à nos pintades. Le plat d'hier et d'avant-hier était un riz rouge au niébé, pintade, légumes rôtis et sauce tamarin. Nota bene. Certains disent que Dakar, capitale du Sénégal, tient son nom de Dakar, qui en wolof signifie tamarin ou tamarinier. Un arbre que l'on trouvait, dit-on, en abondance sur cette presqu'île à l'arrivée des colons. Merci de votre attention. Merci Déborah. Donc on l'a tous compris, les aliments voyageurs, la question est de savoir comment les identités culinaires africaines ont pu infuser le monde. La première question qui s'impose est de savoir finalement d'où vient cette circulation des aliments africains. Est-ce qu'on pourrait éventuellement en définir, en fixer une origine, un point de départ, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus diffus avec plusieurs traces que éventuellement vous allez peut-être nous rappeler? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Oui. Merci à Abdou pour cette question. Je pense que c'est un petit peu un leurre que de vouloir retrouver l'origine de l'origine. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'ailleurs. En tous les cas, si on cherche l'origine de l'origine, comme on sait que l'humanité vient d'Afrique, eh ben on peut supposer que ça a circulé depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on est fixé. Et puis surtout, on ne fait pas commencer l'histoire du mouvement avec la colonisation, puisque si on lit les travaux de Catherine Coquery-Vidrovitch, que vous devez connaître, qui est une historienne de l'histoire africaine, qui s'est aussi beaucoup servi de l'archéologie, etc., la circulation des mets, des savoir-faire, des recettes, des ustensiles, tout ce qui constitue le manger, je dirais, en tant qu'anthropologue de l'alimentation, a circulé à l'intérieur. Si on pense au sel, par exemple, les caravanes de sel, si on pense aussi aux circulations, on en parlait entre nous, alors j'ai oublié le nom, mais de ces femmes qui ont été radiées par les morts et qui se retrouvaient au Maroc à faire la cuisine et à participer à la fabrique de la grande cuisine marocaine. C'était des Africaines subsahariennes. Donc voilà, si on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que en trois points, l'histoire de l'humanité, la circulation interne avec les caravanes de sel, le commerce, et puis l'esclavage qui existait déjà avant même que ça soit industrialisé par les Occidentaux, qui a aussi fait que ça circule. Enfin, c'est pas juste des circulations, je dirais, dans des cabas, c'est aussi des histoires politiques, des histoires économiques, des histoires de conquête. Enfin, c'est aussi ça qui fait circuler finalement les idées sur l'alimentation, les produits sur l'alimentation et aussi les graines, les semences, tout ça, ça circule. Moi, j'ai tendance à considérer que les palais des individus sont beaucoup plus curieux et beaucoup plus aventuriers, beaucoup plus ouverts à la découverte, beaucoup plus facilement que les esprits. C'est-à-dire que plein de gens qui sont réticents à la rencontre de l'autre avec un grand A n'ont pas conscience de l'autre qu'ils ingèrent tous les jours. Et justement, donc dans ce contexte-là, je pense que les circulations, justement, comme tu disais, elles sont aussi vieilles que l'humanité, et pour l'Afrique comme pour tout le reste. Et ce qui a motivé beaucoup de voyages et beaucoup d'exploration et d'expansion, ça c'est souvent passé par les assiettes. Ce qui a motivé les grandes expéditions occidentales, c'est la recherche des épices, plus tard la recherche du sucre et de plein d'autres aliments. Et ça crée des devenirs, ça crée des histoires, mais ça part souvent de là. En même temps, c'est un de nos besoins vitaux.
Et c'est quelque chose qu'on fait tellement qu'on a besoin de diversité, sinon on s'ennuie. Et l'ennui, c'est la mort. Mais je pense aussi que la parenté, les mariages, l'amour a fait circuler les recettes, les savoir-faire, enfin, j'ai parlé d'économie, de politique, mais je pense que la famille a fait circuler à l'intérieur même du continent avant même que on sache que l'Afrique existe et qu'on s'y intéresse. Absolument. Nous l'avons donc bien compris, il n'y a pas une origine de la circulation des aliments africains, il y a plutôt des circulations des aliments africains à travers d'abord l'Afrique et puis ensuite à travers le monde. La question que j'ai envie de vous poser maintenant est de savoir si la circulation des aliments africains, notamment le sucre, le cacao, le café, l'arachide, le gombo, la vanille, le niébé, la tomate, les oignons, etc., les épices, pendant la colonisation, ne peut-elle pas être expliquée par la théorie centre-périphérie, qui postule que les économies des périphéries sont organisées pour répondre aux besoins des centres? Alors déjà, dans l'énumération d'aliments que vous avez faite, si on considère tous ces aliments comme étant des aliments africains, je pense qu'ils ne sont pas tous africains au même titre. À savoir que le sucre, par exemple, dans l'histoire de la colonisation notamment, a été, je pense que les premières plantations sucrières industrialisées, on va dire, c'était effectivement sur une île africaine, à Sao Tomé. Ensuite, ça s'est beaucoup plus développé dans la Caraïbe et sur le continent américain, mais c'était essentiellement des productions de population africaine. Donc là, du coup, ce serait plus un aliment africain dans le sens de qui le produit. Mais d'une autre manière, le cacao est né aux Amériques, mais le plus gros producteur de cacao aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, qui est, enfin, donc une terre africaine. Donc à ce titre-là, ce serait un aliment africain aujourd'hui, mais pas à l'origine justement. Et c'était quoi déjà la question? Cacao. Et comment ça explique, oui, le fait que la colonisation ait développé des cultures organisées, justement des cultures massives, industrialisées, pour répondre à des besoins qu'ils avaient eux-mêmes créés au sein de leur propre population. Et une fois que vous avez habitué les populations au goût du sucre, qui est connu comme étant sur les rats déjà, une drogue plus puissante que la cocaïne, et ben une fois que vous avez créé ce besoin-là dans une population, ben il faut suivre derrière. Pareil, je pense pour le cacao, pareil pour le café et tout ça. Après, il y a les aliments qui sont de ce registre-là. Il y a ceux qui sont arrivés avec les Africains eux-mêmes, avec les voyageurs, parce que c'est des choses qui sont intégrées à leur propre alimentation et qui ne sont pas forcément encore très intégrées dans les cuisines dites européennes, mais qui, par exemple, aux États-Unis, dans les populations noires américaines et dans la cuisine de la Louisiane, par exemple, sont très présentes. Je parlais dans le texte tout à l'heure du Gula Red Rice, Savannah Red Rice et Charleston Red Rice, qui sont des 3 préparations de riz rouge, comme celui que j'ai cuisiné hier, qui sont de cette région sud-est des États-Unis, au-dessus de la mer des Caraïbes. Il y a un archipel qui fait environ plus d'une centaine d'îles, je crois, qui s'appelle les Sea Islands, et sur lequel on trouve justement ces populations descendantes d'esclaves riziculteurs, et qui aujourd'hui ont toujours une cuisine et un artisanat et du coup des cultures qui sont très proches des traditions ouest-africaines. Donc je pense que les circulations elles vont
elles vont dans plein de sens différents, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la cuisine de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane, c'est quelque chose qui est en train de devenir assez à la mode, assez trendy en France, de faire justement des jambalaya et voilà, enfin ne serait-ce que Nous reviendrons un peu plus en détail sur cette question justement des cultures culinaires qui circulent à travers le monde et qui ont des origines bien précises. Ok. L'idée, c'était aussi de montrer que finalement, la circulation n'est pas toujours une volonté des peuples africains, c'était aussi parfois une contrainte imposée par les centres, ce qu'on appelle les centres, c'est-à-dire la triade, l'Europe, les États-Unis et le Japon, qui constituent donc ce qu'on appelle la triade, pour un peu soumettre ces pays aux besoins qui s'expriment dans les centres. Et du coup, on a l'impression que ces pays ont décidé de se spécialiser, mais finalement, on se rend compte, avec le recul, que ce sont des spécialisations plutôt contraintes au service de l'Occident. Oui, c'est vrai L'arachide, que ouais. sur la question du partage du monde, en quelque sorte, qui est née avec... alors, on a parlé du sucre et de la Caraïbe. Je renvoie aux travaux de Sidney Mintz, qui a travaillé beaucoup sur le sucre, qui montre comment est né, à partir du moment où le sucre se met à devenir une marchandise qui va circuler jusque Londres pour être ensuite raffiné et se répandre en Europe, à devenir un objet de consommation, comme tu disais tout à l'heure. Alors, au-delà, ce que dit Mintz, au-delà de la dépendance au sucre, il montre bien comment consommer du sucre marque aussi ce moment où, par le sucre, on va pouvoir monter dans l'imaginaire, hein, les échelons des classes sociales et devenir comme la bourgeoisie ou les membres de la royauté britannique. On voit comment les ouvriers, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les liens qui peuvent être faits justement par un aliment entre finalement des esclaves qui sont transportés, qui vont devenir des ouvriers agricoles à un endroit et qui va être en lien avec des ouvriers britanniques qui vont transformer et raffiner pour ensuite être consommés. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi toute cette mise en évidence par les aliments, finalement, de tout un système économique qui prend naissance avec l'esclavage. Un aliment comme le sucre, on pourrait faire la biographie des choses, hein, comme dirait Kopitov, on fait la biographie d'un aliment et là se dévoile tout un système finalement de mise en dépendance finalement de plusieurs parties du monde et avec, comme tu dis, des grandes spécialisations agricoles. Et on voit bien qu'avec Flacourt déjà dès le XVIIIe siècle, XVIIe siècle, l'idée de partage en fait entre l'Asie et l'Afrique, par exemple sur l'arachide et le riz asiatique, en fait l'idée c'est déjà de faire des circulations macroéconomiques, c'est toi l'économiste, mais je me permets d'eux, et on voit bien comment ça s'organisait une autre forme d'échange qui jusque-là était plutôt, je dirais, liée notamment à la route de la soie. Enfin, on voit bien aussi comment les découvertes, les innovations, les découvertes techniques vont jouer aussi sur cette transformation en fait de la circulation des aliments. Je pense que dans ce cadre-là, par exemple, le cas de l'arachide est intéressant, notamment parce que étant un aliment originaire d'Amérique, que les colons ont implanté en Afrique pour justement satisfaire un besoin de production d'huile. J'ai vu tout à l'heure ici au musée d'Aquitaine que Bordeaux a raffiné, produit beaucoup d'huile d'arachide, faite notamment à partir d'arachide produite au Sénégal. Et il est intéressant de voir que dans l'imaginaire collectif français, un des plats, si vous demandez aux gens qu'est-ce que vous connaissez comme plat africain, un des plats qui va venir le plus rapidement, c'est le mafé. Le mafé, c'est donc une sauce à base d'arachide. Et aller dire à certains Africains que l'arachide, ça ne vient pas de chez nous, ils seront les premiers étonnés. Et peu de gens connaissent des plats américains à base d'arachide, mis à part le beurre d'arachide qu'on met avec la confiture de fraises, mais de plats de cuisine à base d'arachide américaine, je pense que peu de gens en connaissent, alors que c'est un des phares de ce qu'on connaît de la cuisine ouest africaine, en tout cas, par exemple. Donc rien que ça, enfin, je trouve ça ça pointe bien la façon dont cette décision d'imposer une culture qui par ailleurs va annihiler toutes les cultures vivrières
locales et faire en sorte que les gens qui cultivent l'arachide ne cultivent plus les produits de maraîchage et le sorgho et le mil qui leur permettaient de faire des réserves et d'être autonomes en alimentation. À ce moment-là, ils vont tout le monde se met à faire de l'arachide pour le vendre à un prix qu'on ne définit pas, que le paysan ne définit pas lui-même, et devient quelque part esclave d'un système organisé bien au-dessus de lui et qui le dépasse totalement, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est il y a non seulement eu un accaparement des terres, c'est un terme contemporain qui est pas ajusté, enfin qui correspond pas à ce qui s'est passé à ce moment-là, mais qui perdure aujourd'hui, et qui fait aussi qu'il y a eu une forme de, au même moment, de dévalorisation de la cuisine, des cuisines africaines, des plats africains, qui allait aussi avec cette vision qu'on avait de l'Afrique, dont tu as parlé les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, et on voit bien qu'au niveau de la cuisine, c'était la même chose. Et donc là, c'était une cuisine qui était considérée comme rustre, et on associe aussi, je renvoie aux travaux de Vincent Bonnecase, qui était à Les Afriques dans le monde il y a encore pas longtemps, et qui a travaillé sur les émeutes contre la vie chère, qu'on appelait les émeutes contre la faim. Et en fait, l'Afrique est associée au Biafra, associée à cette pauvreté alimentaire, etc., qui ne nourrirait pas son peuple, etc., qui n'aurait pas une cuisine élaborée comme la gastronomie française. Alors, par rapport aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi cette cécité française, parce qu'elle se pense la cuisine française comme étant la cuisine, la gastronomie. On voit bien qu'il y a des mouvements de contestation aux États-Unis là-dessus, les foodies, etc., qui disent stop à cette hégémonie. Mais en tous les cas, ce qu'on voit bien, c'est que il a fallu du temps pour que les cuisines africaines rentrent dans, je dirais, le panthéon des cuisines, des grandes cuisines. Il y avait la chinoise, la marocaine, la française, mais les cuisines africaines, c'est quand même relativement récent, parce qu'il y a tout cet imaginaire aussi d'un continent sans cuisine, en quelque part. Enfin, en tous les cas, une cuisine pas très élaborée et pas très, je dirais, qui nourrit pas, en quelque sorte. Donc il a fallu du temps pour changer cet imaginaire-là. C'est intéressant parce que c'est intéressant parce que Maurice Haro, par exemple, qui a été primé récemment comme un des grands chefs de la cuisine française, qui est d'origine malienne, nous explique que pour faire passer les produits, les aliments africains, il est obligé de passer par les aliments asiatiques, parce que les aliments asiatiques sont plus acceptés aujourd'hui dans les mondes occidentaux que les aliments africains. Donc voilà, c'est une manière aussi d'amener petit à petit les aliments africains, de leur donner leur juste valeur. De la noblesse, en quelque sorte. Exactement. De les sortir du statut auquel ils étaient confinés pour leur reconnaître ce qu'ils peuvent être. Et oui. Moi, justement, j'ai tendance à penser que par rapport aux cuisines africaines et aux aliments africains, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est trop peu ou pas assez. Oui. C'est soit ça nourrit pas, soit c'est trop gras, c'est trop lourd, il faut forcément pouvoir faire la sieste après, ça pousse pas, ça aide pas à travailler, voilà, c'est soit dans les deux cas c'est mauvais, mais soit c'est trop peu, soit c'est pas assez. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au savoir-faire culinaire africain qui commence tout juste à être reconnu, une fois de plus, j'en reviens à ma visite de tout à l'heure, merci Katia. J'ai vu dans un des registres qu'il y a dans la première salle, dans une des premières salles du musée, c'est par rapport au XVIIIe siècle, un registre des arrivées des personnes esclavisées à Bordeaux. Et donc il y a les personnes, la date à laquelle ils sont arrivés, leurs propriétaires et leur métier. Parmi eux, il y en a de nombreux étaient cuisiniers. On ne me fera pas croire que ce sont des gens qui en cuisine n'utilisaient que le savoir que on leur a enseigné
leur maître leur avait enseigné. Si on les a mis en cuisine à un moment donné, c'est parce qu'on a constaté chez eux un certain savoir-faire et qu'on s'est dit que c'était la meilleure place à leur donner pour en tirer le plus possible, c'était de les mettre en cuisine. Et donc ces gens-là, je peux pas imaginer les choses autrement que de penser que dans ce qu'ils produisaient à destination des Européens, ils intégraient également un savoir-faire culinaire purement africain. C'est une conviction personnelle que j'ai, mais je mets quiconque au défi de pouvoir me prouver le contraire quand même. Super. Mais alors, on parle beaucoup de l'exportation des aliments africains, donc on parle du rapport entre l'Afrique et le reste du monde, mais en même temps, je pense qu'il faut rappeler que les cultures culinaires africaines sont déjà métissées de l'intérieur avant de s'exporter. Par exemple, au Sénégal, la soupe kanja, comme on l'appelle, donc c'est un ragoût de gombo et à l'huile de palme que probablement vous connaissez, est consommé par exemple en Guinée. Et on pense que l'origine de ce plat est guinéenne. Au Mali, en Gambie, ce plat est aussi consommé. La sauce feuille du Sénégal, par exemple, pourrait être comprise comme une adaptation du ndolé camerounais. Parce que ça ressemble, c'est un peu la même préparation avec les mêmes ingrédients. Que pensez-vous de ça? Ben, c'est ce que je disais avec le jollof rice tout à l'heure, quoi. Il y a des vidéos sur YouTube de comparatifs entre le jollof rice ghanéen et le jollof rice nigérian. Enfin, il y en a plein. Vous tapez sur YouTube Jollof Wars, avec comme guerre littéralement, et vous allez tomber sur plein de vidéos de comparatifs comme ça, tout en sachant que Jollof, c'est le nom d'un royaume qui se situait dans les frontières de l'actuel Sénégal. Donc le nom même indique bien que c'est de là que ça vient, quoi. Mais ça n'empêche que c'est aussi un plat emblématique du Ghana et un plat emblématique du Nigeria. Il y a plein, justement, on parle de notre tchéboudienne sénégalais qui est rentré justement au patrimoine mondial de l'UNESCO l'an dernier, enfin en 2021. C'est un 15 décembre 2021. Précisément. Qui est par essence un plat créolisé. Parce que justement la tomate à l'origine ne vient pas de là, les légumes maraîchers qu'on met dans le tchéboudienne également, enfin choux, carottes, patates douces ne sont pas même le manioc, ça n'est pas issu d'Afrique, ça vient d'Amérique. Donc c'est tout ça, c'est des choses qu'on a adapté, qu'on a créé, et ça n'empêche pas ce plat d'être le plat national sénégalais. De la même façon que une blanquette de veau sans clou de girofle, c'est un blasphème. Le clou de girofle, ça ne pousse pas en France. Point. Alors sur la question des transformations culinaires, je pense que c'est presque comme un exemple pour l'anthropologue qui permettrait de matérialiser la notion de culture. Puisqu'en fait, on parle de culture d'origine, mais c'est quoi la culture d'origine? Je pense que la cuisine, par essence, elle est faite d'ingrédients, de savoir-faire, etc. On l'a dit tout à l'heure, de choses qui circulent, ça c'est sûr. Et je pense aussi qu'à l'intérieur donc du continent africain, c'est pour ça que je voulais te laisser la parole, parce qu'il me semble que tu as aussi une filiation vietnamienne. Et je pense que le Vietnam, par exemple, ou la Chine, l'Asie, est présente en Afrique aussi, et on voit bien même les plats. Quand on mange un tiboudienne à la main, ces grands bols en porcelaine là ou en métal sont quand même d'inspiration chinoise. Donc c'est ce qu'on mange, mais c'est aussi dans quoi on mange, avec quel type d'ustensiles on mange, et on voit bien qu'il y a vraiment des choses qui... Bon, alors, les Portugais qui sont venus avec tous ces aliments qui arrivaient du continent américain, donc qui se sont largement implantés en Afrique de l'Ouest, notamment. Après, je pense aussi la morue qu'on retrouve retrouve dans plein de pays tropicaux, en Afrique et en dehors d'Afrique, et qui est pêchée quand même à côté du pôle Nord.
Donc et pareil, il y a plein, je pense qu'il y a plein de gens de toute provenance qui ne savent pas d'où vient ce produit initialement, et la plupart des gens associent la morue soit au Portugal, soit aux Antilles avec les acras de morue, mais on la retrouve aussi aux îles du Cap-Vert, on la retrouve au Cameroun avec un plat qui était dans l'entrée que j'ai fait avant-hier, une préparation à base de morue et d'oignons, de tomates, de gingembre qui s'appelle du solo, qui vient une préparation camerounaise. Et ça, c'est typiquement un produit aussi qui a été transporté par les colons et les marins plus largement par rapport à ses possibilités de conservation, et qui a été implanté dans beaucoup de pays côtiers d'Afrique et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et par rapport à l'Asie et au Vietnam, j'y pensais quand vous parliez de Morisako et comment on passe par des aliments asiatiques pour valoriser des aliments africains. Il se trouve qu'il y a beaucoup de communs en aliments tous les deux, parce que étant donné que c'est dans une bande tropicale, il y a des aliments qui sont présents dans les deux cuisines, que ce soit le gombo, les feuilles de bissap, le tamarin, l'ananas, la mangue, qui sont des produits qu'on retrouve dans des plats asiatiques et qu'on retrouve dans des plats africains. Donc les ponts sont faciles à faire. Moi, en tant que métisse de plein de choses, mais entre autres sénégalaise et vietnamienne, c'est quelque chose qui, moi, est présent dans ma culture personnelle. Du coup, ce qui ne représente pas forcément une stratégie, mais qui est là. Et tout comme je pense que la sauce de soja aussi, c'est très bien, ça intègre très bien aux préparations africaines, parce que elle rappelle des saveurs comme celle du netetu. Et je pense que par exemple, l'immigration africaine en Europe et notamment en France, moi je sais que quand j'étais petite et qu'on venait en voyage, je suis née au Sénégal, quand on venait en vacances en France et qu'on voulait préparer un certain plat sénégalais, qu'on était dans des petites villes où il n'y avait pas d'épicerie africaine, et ben on allait chez le chinois, parce que c'était là où on pouvait trouver les produits qui se rapprochaient le plus des produits de chez nous. Et aujourd'hui, c'est des choses que je fais, mais c'est des choses que j'ai vu ma mère et ma grand-mère faire. C'est que si on trouve pas de poisson sec, on met du gnoc mam. Si on trouve pas de netetu, on met de la sauce de soja. C'est des choses comme ça. Si on trouve pas de bissap, on met des épinards et du citron. Mais c'est parce que j'ai vu ma grand-mère vietnamienne faire ça pour remplacer le bissap dans des soupes viettes. Et donc ouais, ça circule. C'est des questions de bon sens. Et je pense une fois de plus que le palais souvent a un bon sens beaucoup plus évident que le cerveau. En tous les cas, sur le tiboudienne dont on a parlé tout à l'heure, Nicolas Bricas, un de mes collègues du CIRAD à Montpellier, a travaillé sur cette histoire du tiboudienne, et qui, en fait, lui, l'inscrit dans Saint-Louis, et en fait, dans justement cette création de Dakar. C'est-à-dire que on voit aussi comment l'urbanisation a produit des migrations internes à l'intérieur même du Sénégal, des migrations de la ville, de la campagne vers la ville, des savoir-faire. Et puis une transformation aussi par la rencontre, évidemment, comme Dakar est ouverte aussi sur le monde maritime, des circulations aussi avec le Sine Saloum, avec les Peuls plutôt de l'intérieur, etc. Et on voit bien que le tchakri, par exemple, aussi comment c'est devenu un dessert, alors qu'il n'y avait pas non plus forcément de dessert dans les voilà, l'articulation finalement aussi de l'entrée, le plat de résistance, le dessert qui est très lié à l'histoire française et à la cour, à Louis XIV, etc., avec la montée des chefs, etc. On voit bien aussi comment ça finit par être approprié à travers le monde. Donc je pense que la question du métissage, la question du tissage, parce que métissage, je suis un petit peu réticente, mais j'aime bien l'idée de tisser des fils qui viennent d'un peu partout pour faire du sens. Je trouve que le tiboudienne l'incarne vraiment bien.
dans son histoire et dans sa réalisation et dans cette identification au point de devenir plat inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais on voit bien comment il est aussi concurrencé. Par exemple, Léopold Sédar Senghor, quand il a accédé au pouvoir, cherchait un plat qui incarne la nation sénégalaise. Et quand on a fait notre enquête avec Jean-Pierre Assoun, justement sur les dibis, on s'est rendu compte, donc ces endroits où on mange de la viande grillée au Sénégal, eh bien, Senghor s'est dit, bah non, on peut pas prendre le tiboudienne parce que c'est que du poisson, donc ça va valoriser uniquement ceux qui sont plutôt des peuples de pêcheurs, etc. Donc il faut qu'on trouve un plat qui soit qui unifie en quelque sorte, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui permette d'accueillir en sénégalais des délégations étrangères pour faire de la géopolitique internationale, de la diplomatie. Et il a choisi la viande grillée. Il a choisi le mouton qu'on va griller et qui en fait est devenu voilà. Et donc on voit comment ces questions de métissage, c'est du palais, des histoires individuelles, mais c'est aussi des histoires plus grandes finalement de nations qui émergent, de choix qui vont être faits à un moment donné. Enfin, voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est passionnant dans la cuisine, parce qu'on peut lire l'histoire finalement d'un pays à travers ses ingrédients et ses choix aussi de plats, la manière dont ils vont être construits, mis en scène. Dieu sait si la mise en scène au Sénégal, c'est quelque chose d'important. Mais par rapport au dibi, justement, et à ce tissage, une illustration, par exemple, qui est donc le dibi, c'est quelque chose de justement représentatif et traditionnel. J'allais dire, on ne peut plus simple en apparence, mais dans beaucoup de dibiteries au Sénégal, on voit, on peut commander ce qu'on appelle du dibi Haoussa. Haoussa étant les Haoussa étant un peuple qui n'est pas représenté en tant que ethnie sénégalaise par essence, mais c'est quelque chose qui est, oui, c'est un peuple qui vient du Niger, mais ça n'empêche qu'il y a énormément, enfin dans la plupart des dibiteries, on peut avoir des brochettes de dibi Haoussa à Dakar, quoi. Et c'est quelque chose qui est inscrit depuis très longtemps. Je saurais pas dire depuis quand, mais a priori le dibi, de ce qu'on en a compris, c'est aussi lié à l'histoire mauritanienne. Et donc avec des descendants d'esclaves en fait qui ont été installés à Dakar dans les années 50-60 et qui ont monté ces dibiteries et donc qui aussi incarnent ces conflits entre Mauritaniens et Sénégalais qui dans les années 90 pour rappeler un petit peu, il y a eu des émeutes, des meurtres qui ont été commis à ce moment-là, et donc ça a eu des répercussions jusqu'à Dakar et jusque dans les dibiteries en fait. Et ce qui est intéressant aussi avec la viande grillée, c'est que ça a incarné en quelque part le Sénégal, mais on voit bien aussi comment la dibi est rentrée dans le dictionnaire de la langue française grâce à Léopold Sédar Senghor, qui en fait dibiterie, c'est un mélange entre dibi en wolof qui veut dire viande grillée et débité du mot français, du verbe français, donc débité, débiterie, voilà, hop, on a fait un. Et donc on voit bien que là encore que ça tisse juste dans les mots. On en a parlé la dernière fois à Poitiers, la manière de dénommer les choses. Et voilà, ça peut aussi être dans le langage. Hein. Tu as commencé par ça d'ailleurs. Alors, on voit bien qu'il y a une très grande complexité dans cette construction des imaginaires culinaires, avec l'idée de substitution, de complémentarité entre des aliments qui viennent d'ailleurs, qui peuvent remplacer les uns ou aller avec d'autres. Donc, une sorte de bricolage social, finalement, quand on parle des cultures culinaires. Et finalement, comment elles se sont forgées, ces cultures culinaires africaines, à votre avis? Au gré des circulations des aliments, bien sûr, mais qu'est-ce qui motive cette circulation? Qu'est-ce qui structure cette circulation? On a parlé tout à l'heure des spécialisations un peu contraintes, mais au-delà, on parlait des aliments à ce moment-là, mais les cultures culinaires, comment pensez-vous que elles se sont forgées au gré justement des contacts de l'Afrique avec le reste du monde? Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la curiosité et juste le plaisir, quoi. Le plaisir et la diversité. Je sais que, dans
dans tous les pays du monde, les gens aiment découvrir des nouvelles choses, et je pense donc que ça a motivé cette circulation des aliments, et cette évolution des cuisines. Après, il y a les avancées techniques que certains ingrédients peuvent permettre. On peut parler par exemple aussi le fameux cube magie qui a révolutionné les cuisines africaines. Alors pas forcément dans le sens positif du coup, mais parce que ça a entraîné aussi la disparition, en tout cas la baisse de la connaissance et de la consommation de plein de produits, parce que il est plus facile d'acheter un ou deux ou 10 cubes au détail à la boutique du coin, que d'aller au marché acheter des graines de nettetou fermentées, de les piler, de faire de la pâte, d'aller acheter du poisson séché, d'aller acheter de l'escargot séché, et d'utiliser tout ça. C'est moins cher aussi d'acheter du cube magie. Donc et ça, voilà, le monde tourne pas rond du fait que ce soit plus facile et moins cher d'acheter du cube magie que de cuisiner avec un produit de cueillette qu'on peut presque trouver gratuitement à l'état naturel, comme le nettetou. Le nettetou, parce que j'en parle comme si tout le monde savait ce que c'était. Ce sont des graines de néré fermentées puis séchées. Le néré, donc c'est un arbre qui est de la famille des mimosas, avec des toutes petites feuilles, et donc qui produit des grandes gousses, avec une chair sèche, poudreuse, jaune, sucrée, qu'on utilise plutôt en sucré, justement, en collation, et parce que justement il y a peu de desserts dans les cultures culinaires africaines subsahariennes à la base. C'est plus le sucré, on le mange plus à d'autres moments de la journée que nécessairement à la fin d'un repas, hormis pour les fruits frais. Et donc c'est les graines qui a à l'intérieur de ces gousses qu'on fait fermenter et qu'on fait sécher, et qui sont un exhausteur de goût naturel. Donc c'est en ça que je disais qu'on peut le remplacer par la sauce de soja, c'est que c'est une saveur qui produit, alors un mot à la mode en ce moment justement chez les foodies, qui est umami, qui est une saveur, on dit que c'est la 6e saveur, celle qui permet de mettre en valeur toutes les autres, qui sont le sucré, l'amer, l'acide, le piquant. Et donc c'est une saveur qui donne de la profondeur au palais, et qui permet de faire ressortir les autres. C'est pour ça que quand on est habitué à mettre de la sauce de soja, ou à mettre du cube magie, ou à mettre du glutamate dans ces préparations, quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. C'est un goût qui rend accro. C'est un goût auquel c'est un marqueur très très fort dans le palais. Donc et ça, le cube magie et l'arôme magie ont grandement supplanté, je pense, l'utilisation du nettetou dans la cuisine, dans beaucoup de nettetou ou soumara ou soumbala, dans nombre de cuisines africaines contemporaines. Et voilà. Je pense que l'urbanisation a aussi beaucoup joué, puisqu'en fait, ayant travaillé dans la zone entre le Saint-Louis du Sénégal et puis Matam, donc dans le nord, dans la région du Ferlo, je vois aussi comment les femmes qui cuisinent préfèrent le diambo ou le magi. Et les derniers qui arrivent de Côte d'Ivoire, parce que voilà, il y a des gros camions qui arrivent avec une ballard, et puis ça danse, et puis on vient chercher son pichet avec marqué magie dessus, un jaune comme ça là sur les pichets. Et c'est la modernité, et c'est la concurrence aussi entre les femmes qui vont dans les familles polygames pouvoir rivaliser avec la première épouse, par exemple, en ayant le dernier cube magie, etc. Donc on voit bien comment c'est devenu africain.
Et les ponts sont peints pour certains endroits. Je pense à Pas de Doigt, par exemple, à Dakar, où on voit avec magie, chaque femme est une étoile. C'est une affiche qui est plus grande que ça. Les ponts sont rouges et jaunes. Je veux dire, il y a comme quelque chose qui a été complètement, je dirais, intégré. Sauf que ces derniers temps, enfin, ça date un petit peu mon enquête maintenant, parce que ça va faire presque 10 ans. Mais ouais, le temps passe vite. En tous les cas, ce que j'ai pu voir, c'est la remise en question, effectivement, comme tu le disais, de ces cubes qui en fait incarneraient en quelque sorte, même, enfin dans le Ferlo, au milieu rural, hein, une sorte de d'extinction, puisqu'on dit, eh bien, tu donnes des cubes magie à ton bélier et il va devenir stérile. Et donc en fait, on remet en question aujourd'hui cet aliment qui est considéré aussi comme un aliment de feignant, parce que les femmes, du coup, de feignanteux, parce que les femmes, du coup, ne vont plus en brousse chercher les plantes condimentaires qui permettaient justement de relever et d'avoir ce sixième sens, là, ou ce sixième goût. Et donc, il y a aussi, je pense, quelque chose autour du cube magique qui se joue dans les rapports de genre. Au Mali, le cube magie, on appelle ça corrige madame ou corrige maman. Et ça veut tout dire. Donc, je pense que ce qui est génial avec le cube magie et l'histoire du cube magie, c'est comment en fait il s'est répandu et comment il a permis, parce qu'il était sec, et il pouvait supporter la chaleur, il coûte pas cher. Il y a tous les ustensiles qui vont avec, hein, qui vont aussi dans une société où on est dans l'ajustement, le pas cher, et en fait, on est à peu près sûr de réussir son coup. Et comme il y a des rivalités culinaires quand même à l'intérieur des familles, bon, on voit bien comment ça a fait son effet, en quelque sorte. Jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que c'est remis en question. Ouais, et puis même dans les cuisines africaines d'immigration, il y a aussi la question, et tout comme à l'exode rural, les habitats citadins, c'est qu'il y a la proximité aussi, le fait de vivre très proches les uns des autres, qui fait que, et de pas avoir de frigo, qui fait que stocker du poisson séché, stocker du netetou, stocker du yet, c'est très odorant. Et stocker du cube magie, c'est vachement plus simple. Alors, si je puis me permettre, puisque alors là, tu m'offres un boulevard avec l'histoire du réfrigérateur, parce que j'ai fait une ethnographie du réfrigérateur à Dakar, où justement, j'ai passé du temps, j'ai poireauté, comme on dit. Moi, je veux faire le métier de cette dame. Et donc, en fait, j'ai regardé ce qui se passait autour du réfrigérateur dans le quartier de Guédiawaye. Et donc, je me suis aperçue effectivement que le réfrigérateur qui, lui, est arrivé par le migrant qui revient, enfin le venant de Bordeaux, quoi, celui qui revient là, qui a l'argent parce que l'électricité c'est extrêmement cher, et c'est lui qui peut payer un réfrigérateur, et lui il se dit qu'il va mettre dans le réfrigérateur sa petite confiture d'abricot avec sa petite brioche tranchée qui leur a été achetée au champ, et puis en fait il s'aperçoit que quand il revient à 17h, il n'y a plus rien du tout, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a mangé, etc. Et que finalement son frigo, il est envahi par le poisson de tout le quartier. Et qu'en fait, c'est plus du tout ces petites affaires, son petit yaourt qu'il a été acheté et qu'il a mis du temps, parce que pour aller jusqu'à Auchan, ça prend du temps. Et en fait, il s'aperçoit. Et donc, j'ai vécu vraiment cette transformation du réfrigérateur in situ, in vivo, quoi. Comment il est devenu le lieu public, en fait, de conservation des voisines qui mettent ici et là. Et c'est vrai que quand les migrants que j'ai suivis font leurs allers-retours, eh bien, je les appelle migrants parce qu'ils font les allers-retours. Hein, mais sinon, eux-mêmes disent qu'ils sont bordelais. Les bordelais ne le savent pas, mais qu'eux, ils sont bordelais, un peu comme toi. Ou toi, t'es béglé, toi plutôt. Et donc, ce serait vraiment intéressant de voir justement la transformation des pratiques temporairement, puisqu'en fait, pendant les 6 mois de la présence, le réfrigérateur est là, la facture est payée, l'électricité, puis il tombe en désuétude. Quand ça devient un endroit où on range des chaussures ou autre chose, finalement, quand il n'y a plus de 4 personnes qui payent les factures d'électricité, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant de voir les ustensiles, comment ils transforment finalement aussi les cuisines. Hein. Il n'y a pas juste les semences, les aliments, les goûts, etc., mais il y a aussi les ustensiles et donc le réfrigérateur. Voilà. Et en parlant de métissage intra-africain, et d'ustensiles, l'utilisation du dit fourneau malgache au Sénégal, qui est le fourneau de référence, celui sur lequel on fait le thé pendant des heures. Voilà, et c'est un fourneau malgache. Alors, parlant toujours
des cultures culinaires dans le cadre des migrations et de la mondialisation, il me semble que les foyers de migrants, des travailleurs étrangers, ont pu jouer un rôle très important en introduisant finalement la cuisine africaine ici. Alors ça, c'est tout un pan de mes recherches sur ces questions de circulation de savoir-faire, de transmission. Et je pense que là, les femmes ont eu leur importance, notamment à Bordeaux, où il y a eu un vrai, je dirais, développement d'une professionnalisation en fait de la cuisine, notamment sénégalaise et malienne, par les festivals, où en fait les femmes se sont emparées en quelque sorte de la demande d'exotisme. On en parlait entre nous tout à l'heure sur les festivals de jazz ou des festivals de rock ou de musique métisse, etc., où en fait ces femmes ont été sollicitées par le milieu associatif bordelais pour faire la cuisine et ont en quelque part eu pignon sur rue à partir de ce moment-là. Et donc les savoir-faire, je dirais domestiques, sont devenus monnayables, sont devenus des savoir-faire professionnels. Et on voit bien aussi comment les restaurants, on a beaucoup travaillé là-dessus encore une fois avec Jean-Pierre Assoun, on a fait un numéro spécial de la revue Ethnologie française sur les restaurants, où justement on voit comment les restaurants ont été aussi pour les migrants des lieux, je dirais, d'ancrage, des lieux d'expression en fait de leur participation. Et les Sénégalais, Dieu sait si à Bordeaux, ils sont reconnus justement tant d'un point de vue politique que d'un point de vue culturel que culinaire comme étant membres à part entière finalement de la société bordelaise. Et c'est passé énormément par la cuisine. Alors les exemples assez extraordinaires que j'ai pu relever, c'est comment par exemple le tiof était récupéré à Rungis par des camions achetés par l'association des Peuls de Bordeaux, des camions frigo. Ils allaient acheter, parce qu'ils avaient du réseau avec des hôtesses de l'air qui faisaient par Air Afrique ou Air Sénégal du transport en fait de poissons, qu'ils allaient récupérer et qui ramenaient et qui étaient donc vendus à ces cuisinières africaines. Mais là je parle des femmes, mais les premiers temps de la migration, c'était essentiellement des hommes qui migraient seuls et qui en fait eux-mêmes dans les foyers faisaient la cuisine. Et alors que la cuisine était plutôt masculine au pays, et bien tout d'un coup, elle prenait de la valeur, même si c'était juste des macassos. On avait tout le monde autour de soi et ça devenait un lieu de discussion, de palabres. Et on voit bien comment d'ailleurs en migration, la cuisine devient une affaire d'hommes aussi. Les femmes ont eu leur place, mais on voit bien aussi comment ça devient une affaire d'hommes et qui voient très bien un moyen de pouvoir exprimer leur sénégalité ou leur wolofité ou je ne sais quoi, en tous les cas dans la cuisine. Et aussi une forme de citoyenneté, bien sûr. Parfait. Donc, c'est intéressant de rappeler ça parce que finalement, avant que les cuisines africaines ne sortent des foyers, ne deviennent acceptables ou fréquentables, c'est d'abord dans les foyers qu'on pouvait manger de la nourriture africaine. Oui. On ne pouvait pas en manger ailleurs, c'était que là. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'allais au foyer à Paris National, il y avait un gros foyer, ou alors à la rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e, il y avait un gros foyer, et c'était à n'importe quelle heure, on pouvait se faire servir. Il y avait des plats qui se servaient, et puis des plâtrés, on mangeait le midi pour le soir. Parce que quand on avait fini le plat, on allait en redemander, ils nous en remettaient encore une plâtrée, etc. Et c'est des endroits, en fait, en effet, de socialisation qui permettent à la fois de rentrer dans la culture de l'autre, tout en étant dans sa propre culture. C'est là où on trouvait un certain nombre de produits, notamment la cola. Pour manger de la cola, il fallait aller dans les foyers à l'époque. Aujourd'hui, on en trouve dans les boutiques dites exotiques, autour notamment des Capucins ici à Bordeaux, on en trouve de la cola. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cola dans ces magasins. Et voilà, il y a tout un ensemble de produits, les tangalmantes par exemple, les bonbons à la menthe, on les trouvait là-bas. Enfin bref, il y avait tout un ensemble de produits. Et c'est intéressant de montrer que finalement, les migrants ont joué aussi un rôle très important au-delà de ce qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire cette dynamique mondialisante plus globale. Il y avait aussi cette petite dynamique des migrants qui cherchaient finalement à la fois à être ici et à être chez eux. Oui, avec les épiceries aussi. On parle des foyers, de la fabrique, mais il y a aussi ceux qui se sont spécialisés
il y a un numéro d'Homme et Migration sur la cuisine dirigé par Jacques Barou, où il y a un des contributeurs qui parlent justement en banlieue parisienne de ces épiceries africaines qui viennent remplacer les épiceries chinoises, ou ici, c'était rue Fondodège, ils allaient chez les Pakistanais, ils disaient, les Sénégalais que j'ai rencontrés, qui aujourd'hui ont 70 ou 80 ans, et qui, après, ils deviennent eux-mêmes, en quelque part, fournisseurs de leurs compatriotes, quoi. Ils se spécialisent, en quelque sorte. Moi, je suis à Rennes, où je vis. Aujourd'hui, il y a plusieurs épiceries africaines. Il y en a une qui a notamment, enfin, deux pôles, et qui a fait des petits à Lorient et à Saint-Brieuc. Et la dame qui a fondé ce réseau d'épiceries, moi, je l'ai rencontrée. Elle avait commencé par avoir une petite épicerie dans un quartier populaire de Rennes, et avant ça, elle faisait du porte-à-porte. Justement, elle partait en voyage, elle faisait venir, elle remplissait plusieurs valises de denrées, etc. Et quand elle revenait, elle appelait les clients potentiels un par un pour dire, il y avait le mot qui circulait pour dire, ah ben Henriette est revenue, donc et elle disait, et donc les gens l'appelaient, ben est-ce que t'as ramené ça, est-ce que t'as ramené ça, et elle faisait les livraisons à domicile des personnes une par une, qui a commandé 1 litre d'huile de palme, 200 grammes de bissap, 1 kilo de niébé, enfin voilà, et elle allait livrer les gens, et petit à petit, son entreprise personnelle a grossi, elle a eu une première boutique, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ça montre aussi ce cheminement-là, quoi, où on part d'une nécessité, d'une nostalgie collective, et de là, on crée une économie. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est aussi ça, c'est une nécessité dans les deux sens. C'est aussi une nécessité économique, c'est un moyen de faire sa place, en fait, et on le retrouve un peu partout dans le monde, hein, que ce soit les Italiens aux États-Unis, que ce soit au Brésil, par exemple, les premiers restaurants de Mama, par exemple, qui étaient plutôt des restos d'immigrés, de travailleurs immigrés, et puis qui, au fil du temps, deviennent des restaurants dits exotiques. C'est intéressant aussi de voir la transformation, et c'est aussi intéressant de voir, moi qui ai travaillé beaucoup sur les élites malgaches, tu parlais du four malgache, eh bien, je me suis aperçue, parce que comme en anthropologie, on suit les gens sur le long terme, sur 10 ans, 20 ans, on s'aperçoit comment les malgaches viennent aussi à cet intérêt pour la cuisine, que ça devient patrimonialisable, que ça devient noble, que ça devient dans l'espace public quelque chose pour se valoriser. Alors que jusque-là, moi, ce que j'avais vu, c'était plutôt des pratiques culinaires intimes qui étaient de l'ordre de la nostalgie, effectivement, et de l'entre-soi. Et en fait, pour que ça sorte dans l'espace public, que ça devienne légitime, on voit bien qu'il faut qu'il y ait tout un processus social qui se mette en place, notamment voilà, le tourisme, le fait que les gens voyagent, qu'ils soient en quête de ces goûts-là, qui va rendre légitime, en quelque sorte, la possibilité d'avoir accès. Et c'est aussi ça qui va faire que la cuisine africaine, ou les cuisines africaines, ce que j'aime, ça me gêne de dire là, sont acceptables, en fait, aujourd'hui, ou acceptées. Alors, jusqu'à présent, en fait, on parle un petit peu des cultures spécifiques. Mais il y a aussi une volonté de fusion des cultures, et notamment qui naissent de ces migrations. Hein. La question, c'est comment les chefs africains migrants permettent-ils à ces aliments de voyager et de contribuer à une fusion en fait de cultures, et finalement de faire partie d'une culture qu'on va appeler une culture commune. Eh bien, je pense qu'on est dans une époque où les individus, quels qu'ils soient, tendent vers une acceptation faire accepter au monde leur individualité, et c'est valable pour les Africains comme pour tous les autres. Et donc je pensais à cette valorisation de la cuisine, où on disait par le phénomène de la migration, la cuisine qui était à l'origine, qui est plutôt une affaire de femmes dans de nombreuses cultures africaines, par la migration des hommes, devient aussi une affaire d'hommes, d'autant plus que les cuisines de France regorgent d'hommes africains.
et qui font de la cuisine tout autre que des cuisines africaines, dans les restaurants indiens, les restaurants français, les restaurants italiens, en plonge, à des différents postes de brigade de cuisine, on trouvait énormément de personnel africain. Et à un moment, on est arrivé, je pense aussi à une époque où aussi des enfants de l'immigration de deuxième, troisième génération veulent pouvoir mettre en valeur leur individualité dans son entièreté, y compris justement leur africanité. Et la cuisine, c'est un métier créatif, c'est un métier dans lequel il faut se démarquer. Quand on ouvre un restaurant, on cherche d'abord on définit un concept. Qu'est-ce qui va nous différencier des autres parce que il y a toujours énormément de restaurants, surtout en France. Et donc, quoi de plus naturel pour un chef ou une chef africain ou africaine que de mettre en valeur cette africanité dans sa cuisine. Donc pour moi c'est un mouvement évolutif naturel et qui c'est bon signe. Justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de chefs africains qui valorisent ces cuisines-là. Que penses-tu de cette idée du marqueur identitaire de la cuisine? Eh bien, moi, je pense que, d'un point de vue général, l'alimentation est devenue un endroit, ces 20 dernières années, où s'expriment les idées politiques, les idées de résistance, etc. On voit qu'il y a au-delà d'eux. Et je pense qu'il y a comme quelque chose de concomitant entre une revendication d'une Afrique à l'égal du reste du monde. Je pense aux travaux de Achille Mbembe ou de Felwine Sarr, etc., qui organisent par exemple le Festival de la Pensée à Dakar, où j'étais avant le Covid-19, où on voit bien qu'il y a une revendication de faire que l'Occident soit un périphérique parmi d'autres, et pas, tu parlais du centre et de périphérie. Donc je pense que la cuisine, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, les chefs, par exemple, le Petit Ogre à Lyon, est aussi sur un projet d'une autre forme d'agriculture, justement de remettre l'agriculture vivrière, et qui est en lien aussi avec sa famille qui est à la frontière mauritanienne. Donc non seulement il fait un travail sur le goût à Lyon, mais il fait aussi un travail dans les allers-retours, et donc on voit bien comment autour de la cuisine et des chefs, il y a pas mal de femmes d'ailleurs dans ces mouvements-là, se jouent des revendications, mais qui ont existé aux États-Unis au moment de Black is Beautiful, contre la guerre du Vietnam. C'était aussi sur les endroits de l'alimentation. Warren Belasco l'a bien montré. Voilà. Et en ce moment, l'alimentation, c'est un endroit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur l'alimentation. J'ai vu monter cet intérêt autour d'une agriculture en circuit court, les AMAP, etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait autour de l'alimentation et d'une africanité, je dirais, fière et revendicatrice, une espèce de revendication de citoyenneté, de participation au débat politique. Alors, je ne sais pas si on peut faire de la politique dans la cuisine, mais en tous les cas, il y a pour moi quelque chose qui se joue là par exemple, quand j'étais à Clermont-Ferrand, invitée à cette table ronde avec Soro Solo là sur les cuisines africaines, un impresario du rap était devenu un impresario de chef cuistot africain. Et donc, on voit comment il y a quelque chose qui se joue en fait d'une agency, d'une capacité d'agir par la cuisine qui vient chatouiller la gastronomie française. Alors, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, la gastronomie française, mais en tous les cas, qui vient dire finalement, on va monter une école de cuisine à Dakar. Parce que à cet endroit-là, on va pouvoir apprendre aux jeunes que finalement faire des pâtes à pizza, c'est pas trop notre intérêt, que chez nous c'est autre chose, et donc il va aussi donner des lettres de noblesse en quelque sorte à des savoir-faire qui jusque-là ont été oubliés. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on retrouve en fait ce mouvement aussi de valorisation des cuisines des migrants aux États-Unis, par exemple. Et Krishnan Douré, qui est indien, il a écrit un livre qui s'appelle The Ethnic Restaurateur, et il montre comment en fait, les migrants peuvent faire émerger leur cuisine
je dirais, dans les lieux de valorisation, dans les revues, dans les émissions de télé. Par exemple, le jeune impresario des cuisiniers africains, qui sont français, mais qu'on appelle comme ça, et qui dit, en fait, il faut qu'on arrive à percer Top Chef. Il faut qu'on soit dans Top Chef. Donc lui, il a fait des grandes écoles de commerce. Il est gabonais d'origine, mais français par son père, je crois. Et en fait, il se dit, il faut qu'on arrive à se situer aux endroits où, en fait, on va être reconnu à l'égal. La visibilité. Ouais. Et donc, ce que dit Krishnan Douré, qui est sociologue donc d'origine indienne américain, c'est qu'en fait, les cuisines des migrants émergent sur les scènes, je dirais, sur la scène publique, au moment où ces porte-paroles sont eux-mêmes en capacité à pouvoir défendre, en fait, dans les médias, à la télé, à la radio, dans les grands restos, dans les guides, etc., leur cuisine. Donc, on voit qu'il y a une ascension sociale au niveau, je dirais, de la société française qui permet, en fait, cette valorisation-là. Et puis, je pense aussi qu'il y a, dans l'imaginaire français, quelque chose qui se joue autour de l'Afrique, qui est comme, avec le Sénégal, en tous les cas, il y a comme une sorte de cousinage. Alors, je ne sais pas si c'est une relation apparentée à plaisanterie, comme il y a entre les Peuls et les Wolofs, mais en tous les cas, il y a quelque chose aussi qui fait que c'est acceptable, enfin, que c'est possible, en fait. Tu parlais de l'Asie tout à l'heure, là, il y a aussi quelque chose qui est possible ici, par rapport à ça. Alors, c'est très intéressant parce que vous mettez en lumière une sorte d'ambivalence entre une invisibilisation de ce fait-là, et en même temps, on sait qu'il y a des chefs qui sont promus là ces derniers temps, notamment Maurice Hako, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment Elise Bond ou Anto Cocagne, ou il y en a d'autres. Hein. Mais comment expliquez-vous ce nouvel engouement? À la fois, il y a un engouement, mais à la fois, il y a presque une volonté d'invisibilisation. Comment Alors, sur l'invisibilisation, moi, je me rappelle que le meilleur boulanger de France en 2012, c'était un Sénégalais, je crois. Alors, on peut parler de la baguette Toubab. Au Sénégal, c'est comme une institution. Donc, on voit bien aussi comment ça s'est devenu sénégalais, mais ça circule, les savoirs. Alors, sur l'invisibilisation, je pense que finalement, se joue aussi le désir de vouloir être reconnu pour un savoir-faire au-delà du fait d'être étiqueté comme ceci ou cela. Et puis, en même temps, pourquoi ça émerge aussi aujourd'hui? Je pense que ça a à voir aussi avec les préoccupations toujours alimentaires qu'ont nos contemporains autour de l'authentique, du patrimonialisable, qu'incarne en quelque part le continent africain, qui incarnerait des savoir-faire ancestraux, des choses qui seraient, je dirais, pures, quoi, et qui permettraient finalement d'avoir accès à ces savoir-faire qui auraient été oubliés, qu'il faudrait valoriser aujourd'hui, et qui correspondent aussi à ce qu'on retrouve chez nous, hein, par rapport à des savoir-faire périgourdins, bretons, etc., etc. On voit bien comment la grande distribution s'en empare d'ailleurs. Hein, nos terroirs ont du talent. Qu'est-ce qu'il y a d'autres reflets de France? Voilà, je pense que ça participe d'un mouvement plus général de l'authentique, du patrimonialisable. D'ailleurs, le Thiboudienne est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc on voit bien qu'il y a des quêtes qui opèrent là-dessus, hein, des quêtes d'authenticité et qui correspondent à un marché aujourd'hui. Au-delà du politique et au-delà de... Il y a un véritable marché, mais qui fait que chacun, comme tu le disais tout à l'heure, va essayer de trouver sa place avec son individualité, quoi. Il y a plusieurs niveaux. Alors, ça fait presque 1 heure qu'on discute entre nous. Il y a des personnes en face dans la salle. Ce serait peut-être l'occasion d'essayer encore deux questions, et comme ça on ouvre une série de questions pour une contribution collective. Alors, les questions, vous les attendez Est-ce qu'on aura le temps de faire les deux? C'est pas sûr. Alors, une dernière question alors, qui me semble-t-il est vraiment une question qu'on aura du mal à esquiver aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, certains aliments africains bénéficient de privilèges, entre guillemets, dans le marché de l'agroalimentaire biologique en France, notamment l'hibiscus, le moringa, etc. Il y a tous ces produits qui émergent
en opposition à des produits qui, eux, sont considérés comme indésirables, comme l'huile de palme, par exemple. Comment vous analysez ce fait-là? Voilà, je pense que le capitalisme, euh, la, oui, c'est question. Il y a aussi l'idée du bien manger. Oui, c'est le premier mot qui m'est venu parce que pour moi c'est avant tout une histoire de marketing. C'est parce que donc pourquoi le moringa et l'hibiscus, le pain de singe, à savoir le fruit du baobab, oui, l'huile de palme, non, parce que c'est des images marketing. Les trois premiers sont des aliments qu'on vend aujourd'hui en tant que super aliments, qu'on va principalement trouver dans des, enfin pas principalement d'ailleurs, mais que certains vont trouver en magasin dits bio. Et qui sont valorisés comme étant hyper protéinés pour le moringa, pour enrichir en protéines végétales votre smoothie du matin. Ça va être hyper concentré en vitamine C pour le pain de singe et pour l'hibiscus qui est le pain de singe qui lui est, je sais plus, c'est 4 fois plus qu'une orange, 8 fois plus qu'une orange, 4 fois plus qu'un kiwi. À poids égal de pain de singe de teneur en vitamine C. Et du coup, c'est ce côté super aliment. C'est pour moi, c'est vraiment c'est une réalité. Mais c'est réellement un côté marketing. C'est qu'on le vend comme complément alimentaire, limite plus que comme aliment. Et l'huile de palme, elle, jouit d'une mauvaise image par rapport à la culture intensive, notamment en Indonésie. Mais comme je le disais dans mon texte tout à l'heure, on ne parle pas du tout des mêmes huiles de palme. L'huile de palme qui est décriée, c'est une huile justement qui est désodorisée et raffinée à l'extrême pour ne servir en fait que de matière à bas prix pour faire plus de volume. Et donc pour faire baisser le prix de revient à volume égal de produits de basse qualité type pâte à tartiner et tout plein d'autres choses où ça va coûter peut-être tristement moins cher que du beurre, moins cher que d'autres choses qui sont produites localement. Et par rapport à l'huile de palme dont on se sert dans nombre de cuisines africaines, qui a une couleur hyper forte, qui a un goût hyper fort et qui fait des taches et qui, de par cette couleur et ce goût hyper fort, est utilisé dans des proportions bien moindres dans les cuisines africaines que dans des préparations industrielles produites, assemblées en Occident. Pour faire un soupu kanja, on n'a pas besoin de mettre un litre d'huile de palme. Pour faire un pot de Nutella avant leur révélation justement et leur changement de fusil d'épaule pour des raisons marketing justement, il faut plus d'huile de palme que pour un soupu kanja en fait. Donc je pense que c'est vraiment des histoires d'images. Mais aujourd'hui, par exemple, moi j'essaye aussi de diffuser justement ces aliments, l'utilisation de ces aliments, mais vraiment comme aliments et pas juste comme symbole ou apport énergétique des nuits de saveur. Les rares fois, les 2 fois où j'ai fait l'expérience d'acheter du pain de singe en magasin bio, il n'avait pas le bon goût. Il était vieux. Enfin, il avait un goût de vieux pain de singe. Et un goût que reconnaît quelqu'un qui a l'habitude de manger du pain de singe. Mais un goût que ne reconnaît pas quelqu'un qui le prend en tant que complément alimentaire. Donc c'est aussi une éducation qui est à faire, des échanges qui sont à faire et peut-être que les nouveaux chefs africains dont je peux me considérer comme membre ou représentante pour aujourd'hui, on a à cœur aussi de partager ça avec les gens, de leur faire découvrir positivement des aliments et voilà. Alors,
très brièvement. Alors moi, Chantal. je voulais dire que je pense que cette ambivalence, elle vient justement du fait que dans nos sociétés occidentales, il y a une recherche d'optimisation de soi par l'alimentation et qui est très narcissique en fait, et qui est vraiment la quête effectivement de prolonger sa vie, sa jeunesse, et donc on va faire feu de tout bois en quelque sorte pour essayer d'améliorer ce corps qui doit rester performant, qui doit donc c'est très ambigu. Hein. En même temps, on est sur des logiques, faut défendre la planète, avec non Nutella et plus de voilà. Et en même temps, il y a cette recherche d'une jeunesse et dans une société du jeunisme quand même. Et je pense que l'alimentation, elle rentre dans cette logique très individualiste, très d'un processus de contrôle de son corps, de contrôle de sa santé, une santé qui est presque obligatoire aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose de très politique, hein, presque un biopouvoir hein, par l'alimentation, que les gens s'auto-attribuent en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et je pense aussi aux travaux toujours de Jean-Pierre Assoun, qui a travaillé à New York chez Pierre Thiam, qui a un restaurant sénégalais, et qui montre que justement, certains aliments, et dans la cuisson, notamment du tiboudienne, il était important que chaque ingrédient soit cuit séparément et pas dans la même marmite où il y a cette cuisson là du riz qui peut être rond d'ailleurs pour le tiboudienne et que pour les New-Yorkais qui était juste inacceptable et en fait qui recherchent dans le restaurant sénégalais de Pierre Thiam un certain exotisme certes, mais aussi une certaine alimentation pure, healthy, bonne pour le corps, bonne pour la santé. Donc on voit bien comment il y a un enchevêtrement de logique qui va faire que certains aliments africains vont être du bon côté, parce qu'il y a une moralisation de l'alimentation, du bien manger. Donc voilà. Dernière question. Yes. Très rapidement. Yes. Comment construire un commun planétaire autour des questions alimentaires et agricoles? Oh là, c'est un problème politique. Ça peut pas être rapide, ça. Et ça peut pas être rapide. Bon. C'est le mot de la fin, il faut que ce soit bref. Parce que l'impatience s'exprime très fortement. Non, je n'ai pas de réponse, c'est extrêmement complexe. Je pense que, en tous les cas, par le fait de travailler, comme je le fais, sur les liens entre alimentation et migration, on s'aperçoit que ça met en évidence ce travail-là, l'interdépendance entre les différentes parties du monde. On a commencé par ça. Et notamment, on a commencé par ces grandes spécialisations agricoles, l'accaparement des terres, etc. Et on voit bien aussi que circulent toujours aujourd'hui des populations immigrées, des ouvriers agricoles qui viennent travailler en Andalousie, qui viennent travailler dans le sud de la France, et même dans les vignes. Ici, en Bordelais, on en parle peu. Et je pense que ça pourrait passer peut-être par une réflexion, mais bon, on voit bien la PAC, la politique agricole commune ici, les États-Unis, ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie aujourd'hui, on voit bien comment il y a des spécialisations, je dirais, territoriales qui font qu'on est dépendants les uns des autres. Il y a aussi certainement à remettre en question le mode de développement qu'on a choisi, avec l'arasement des sols. Enfin, bref, tout ça, ça se révèle par cette interrogation qu'on peut avoir autour du lien entre alimentation et migration, mais ça nécessiterait une révolution économique. Et tu as parlé de capitalisme, néolibéralisme, mais ça nécessiterait effectivement de réinterroger tout ça et pour arriver à quelque chose qui ait du sens. Il faut forger un nouveau modèle de développement. Ouais. Oui. Et par rapport d'un point de vue plus culturel, moi j'aimerais bien du coup peut-être finir là-dessus sur le concept de créolisation justement cher à Édouard Glissant. Qui est un philosophe et écrivain, poète martiniquais, et lui il parle d'identité en perpétuel mouvement, d'une identité aussi, d'une identité relation, et la créolisation. Édouard Glissant il est parti un peu, du principe que la Caraïbe serait un laboratoire du devenir du monde, de ce qu'il appelle le tout monde qui est à venir, et du coup, comment dans ce tout monde
les identités sont en perpétuel mouvement et comment des mélanges de cultures, des héritages culturels multiples créent de nouvelles cultures qui sont inattendues, imprévisibles et en perpétuel mouvement. Et comment ceci, c'est l'avenir du monde. Aujourd'hui, il y a peu de gens peuvent se revendiquer de racines uniques. Et des fois, même s'ils le pensent, la réalité n'est pas là. Et donc, et en quoi le fait d'assumer ces cultures multiples n'est pas un danger et n'empêche pas d'embrasser des nouvelles cultures et de créer justement des nouvelles cultures et donc c'est aussi un commun qui est à naître. Déjà, je pense que ce sera des communs parce qu'il y en aura jamais qu'un, parce il y aura toujours des différences et c'est ça c'est ce qui permet la richesse et la création permanente. Et s'il y a un commun à créer, il est justement dans cette relation, dans cette circulation et dans cette acceptation du mouvant, du non figé. Et dire ça, ce n'est pas être contre la cuisine traditionnelle, parce que pour pouvoir justement embrasser des nouvelles cultures et pour pouvoir apporter sa culture à l'autre, il faut être solide sur ses bases, comme je le disais aux lycéens en cuisine la dernière fois. C'est comme on dit, hein, pour savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens. Et on ne peut être à l'aise dans son rapport avec l'autre que si on est justement en accord avec soi et avec son propre bagage. Merci. Vous m'entendez? Ah oui. Bonjour, j'avais une petite question sur le rapport des aliments. C'est-à-dire, il y a des aliments un peu spéciaux qui ont fait la fortune pendant l'esclavage, avec les comptoirs comme la noix de muscade, qui était là pour soigner, l'artémisia aussi, pour éviter les vers solitaires dans l'estomac. Et aujourd'hui, c'est repris. Mais j'aimerais savoir effectivement la nouvelle relation qu'on a avec ces aliments et comment ils vont s'inscrire dans le futur, dans la cuisine africaine peut-être. Alors, la même plantain aussi. Pardon? Et la plantain aussi, on n'en a pas parlé. Alors pour moi, c'est du coup des catégories bien différentes. La noix, je vous invite à vous renseigner sur l'histoire de la noix de muscade, qui est passionnante, qui est très 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 violente, mais qui est passionnante, qui est à l'origine endémique d'îles polynésiennes et qui ont notamment été, il y a eu une histoire des Hollandais qui ont brûlé toute une partie des cultures de muscade pour pouvoir s'arroger un monopole sur la muscade et la cantonner à une seule île. Et sauf qu'il y a des oiseaux qui n'ont pas su respecter leur blocus et qui ont fait que la muscade est quand même sortie. Dans les cultures africaines, moi pour ce que j'en connais, elle est présente essentiellement dans du sucré. Donc du coup dans de l'aromatique, son devenir en tant que médecine, je connais mal. Je sais que c'est dangereux à manger cru en quantité. Ça peut être hallucinogène. Mais l'avenir des aliments, médicaments africains comme l'artémisia, pour moi, je la connais vraiment en tant que médicament, notamment contre le paludisme, qui est très controversé parce que sa culture est normalement interdite par l'OMS. Et il y a, les cultivateurs d'artémisia qui a notamment au Sénégal sont quelque part des rebelles par rapport à ça. C'est une culture qui est réglementée. Après, il y a des histoires justement de lobby pharmaceutique, de pourquoi cette plante est interdite, alors que les résultats sont flagrants. On peut trouver des documentaires sur les effets de l'artémisia qui est utilisé en traitement préventif et curatif du paludisme. Aujourd'hui, ce qu'on conseille souvent, le plus simple et le plus facile, en tant qu'Africain, c'est d'avoir de l'artémisia dans le coin de son jardin.
C'est la seule, enfin, c'est j'allais dire la meilleure façon de s'affranchir de ces histoires-là. Et c'est ça, mais c'est vendu sous un autre nom. On en revient aux lois de l'économie, du capitalisme, des lobbies, de pourquoi, enfin, c'est interdit à un endroit. Il y a d'autres aliments comme ça. Il y a ce qu'ils appellent la miracle berry, qui est la miraculine, une baie rouge qu'on trouve notamment au Ghana, qui est interdite à l'exportation pour des raisons obscures. C'est un aliment qui donne un goût sucré à tout ce que vous mangez après lui. Donc, en tant qu'édulcorant, c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais il y a des sites qui disent en vendre sous forme de comprimés, mais pour des raisons obscures, c'est pas exploité et c'est pas exportable. Si vous allez au Ghana, que vous voulez sortir avec des baies avec ces baies rouges, à l'aéroport, si on en trouve dans votre valise, on vous les garde. Vous pouvez pas sortir avec. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Oui. C'est une démonstration de ce qu'on disait au début de la table ronde, la dimension politique. Quand on parle de l'alimentation, vraiment c'est une belle, comment dirais-je, démonstration de ce fait-là. Il y a une question là. Oui, bonsoir. Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que on n'est pas tellement, mais je considère qu'on est des auditeurs très très privilégiés parce que cette table ronde est passionnante. Moi, j'aurais pu vous écouter jusqu'au bout de la nuit, même si vous m'avez donné faim. Vous avez quand même mis l'eau à la bouche. Et moi, j'ai eu la chance de goûter hier les mets et d'écouter les mots de Déborah. Et c'était un régal à tous les niveaux. Et ce qui est passionnant dans cette table ronde, quand on n'a pas forcément réfléchi à cette question, c'est tous les liens que vous avez pu faire avec le politique, la géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, le domestique, tout ce qui est l'agriculture, le commerce. Enfin, on se rend compte qu'en partant de cette thématique de la cuisine, on peut explorer d'innombrables terrains. Et j'ai repensé en vous écoutant, parce que Déborah, tout à l'heure, vous disiez que notre palais est plus intelligent que notre cerveau, et j'ai pu le constater à plusieurs reprises, et notre palais est aussi plus intelligent que notre odorat, parce que la cuisine africaine a longtemps souffert d'une forme de discrimination liée aux odeurs, avec des phrases... Le bruit et l'odeur, le fameux. Ouais, qui ont fait très mal, comme celle d'un ex-président français, Jacques Chirac, qui parlait du bruit et des odeurs. Et alors, je peux vous apporter un témoignage. J'ai longtemps travaillé pour une chaîne de télévision implantée en France, très connue. Et nous, on faisait une émission africaine, diffusée dans 25 pays d'Afrique, et il n'y avait que des invités africains et que des chroniqueurs africains. Et notre équipe, qui travaillait beaucoup, qui enregistrait 2 émissions par jour, il fallait lui redonner du carburant quand même à la pause déjeuner. Et donc, c'était que des Africains. Quand ils essayaient d'aller manger au début à la cantine de cette chaîne de télévision, mais ils revenaient malheureux, fatigués. Ils nous disaient qu'il y avait du jambon en plastique, de la viande qui était fluo, et qu'en fait, ils avaient faim. Et donc, on avait fait appel à un traiteur africain. C'était une Ivoirienne qui faisait de la cuisine succulente et qui apportait à la pause déjeuner les repas. Et on a eu des problèmes avec la direction de la chaîne parce qu'il y avait des plaintes, puisque c'était dans les loges et qu'il y avait des invités d'autres émissions, etc., qui se plaignaient des odeurs. Et bon, c'était très choquant, mais on a tenu. On a dit, nous, on nourrit nos équipes, on ne vous impose pas des menus. Et en fait, un jour, on s'est dit, mais ceux qui râlent, on va les inviter à manger. Et ceux qui râlent et qui rentraient en grimaçant comme ça dans les loges, on leur a dit, venez goûter. Et à partir du moment où ils ont goûté, ça a tout changé. Et on n'a plus jamais eu de plainte parce que cette dimension de l'odeur de la cuisine, elle est aussi éducative et culturelle parce qu'en fait, ils ne reconnaissaient pas l'odeur
Mais moi, je leur ai dit, mais si on vous avait dit que c'était un Italien qui cuisinait sans l'avoir vu, vous auriez dit, ça sent bon, parce que dans votre imaginaire, ça renvoie à la cuisine italienne, la Méditerranée, etc. Et ça, c'est aussi une dimension qui est passionnante et qui a beaucoup de sens et malheureusement aussi des effets négatifs dans l'imaginaire collectif, en fait, des gens qui ne connaissent pas la cuisine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. C'est pas vraiment une question, mais c'est que j'ai fait vraiment deux grands voyages dans 2 pays. C'est Haïti et Touba Biala, à côté de Dakar. Et je retrouve vraiment en Haïti tout ce que vous avez dit ce soir, en passant par le magie, par les épices, par les feuilles qui soignent. Mais ce qu'on n'a pas dit, ou ce qu'on n'a pas assez dit, c'est ce qu'il y a autour de cette cuisine qui est offerte, c'est la patience. La patience, le temps qu'on passe à cuisiner et surtout à faire, je veux dire, on salive bien avant de manger et encore, on apprécie encore plus. Et en Haïti, c'est exactement comme vous avez décrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se partage, la nourriture, mais qui se partage difficilement parce qu'on n'est pas aisé de partager la nourriture. Voilà. Les personnes les plus démunies, je dirais, sont les plus grands offreurs de nourriture. Et c'est vraiment les saveurs, les odeurs, c'est tellement important ce que vous disiez. Et ce partage-là, eh ben, il est unique. Il y a quelque chose un peu de sacré autour de cette mise à table. Vous citiez Glissant tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de poésie autour de la nourriture en Haïti et autour du manque de la nourriture, mais autour de cette joie aussi de partager ce peu. Voilà. Par exemple, vous parliez des mangos, enfin des mangues, et là-bas, une fois, ici, je fais des tartes aux pommes, là-bas, il n'y a pas de pommes, et je me refuse d'aller dans les supermarchés acheter des pommes, et je prends des mangues. Et quelqu'un m'a dit, un ami me dit, mais ça c'est la nourriture du pauvre, on fait pas de tarte aux mangues, c'est pas possible. Et quand ils ont goûté, ils ont dit, waouh. Et ils ont dit à toute la famille, ben voilà, nous on va faire les tartes aux mangues et tout. C'était drôle parce qu'il y avait vraiment ce mélange, ce partage. Voilà, en tout cas, merci. Toi, Faye, j'aimerais bien. Eh bien, on va chanter. Toi, Faye, toi, Racino. J'ai oublié. J'ai oublié. Ramasse et songer. Toi, Faye. Toi, Racino. C'est Toto Bicente qui chantait ça. Et c'est les feuilles qui soignent et qui soignent le palais et qui soignent plus que l'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà. Merci. Merci. Je me permets de rebondir sur ça. C'est l'histoire du bateau. Ça m'a toujours impressionné. J'ai essayé de lire l'histoire on est parti d'Afrique et on est arrivé en Haïti et il y a plein de bateaux qui ont circulé. Et avec toute cette histoire, j'ai pas compris le secret de comment c'est possible qu'en Haïti, on cuisine exactement comme en Afrique. On a juste changé les noms. Non, mais c'est impressionnant. On a juste changé les noms. Pour moi, c'est On n'a pas été métissés. Au départ, on n'a pas été métissés. On est à 80% africains pour les Haïtiens. Après, il y a une déportation en Guadeloupe. Exact. Et les premiers métissages sont arrivés là. Et la plus belle preuve d'amour, c'est le métissage. Et heureusement qu'il y en a plein. Mais ça, j'ai jamais compris. Moi, je pense que c'est juste question de mémoire et justement, comme on dit, on fait avec ce qu'on est. Ah oui, mais là, mais si c'était si la mémoire ne passait que par l'écriture, on serait pas là. Et justement, quand je parlais tout à l'heure des parallèles avec, entre des préparations ouest-africaines, des préparations américaines,
Haïti a à un moment donné demandé à intégrer l'Union africaine. Je crois qu'elle est, du coup, elle est pas membre officielle, mais quelque part un genre de membre d'honneur de l'Union africaine par rapport à son statut justement de première république noire. Et il est naturel entre guillemets, étant donné les origines du plus gros de la population d'Haïti, pour les mêmes raisons que le vaudou est présent en Haïti, et peut-être même, c'est qui est un des gros pôles importants aussi par rapport au Bénin, et de pôle de pratique, j'entends, de la religion vaudou. Et tout ça, oui, c'est des mémoires justement qui se passent de parents à enfants. La cuisine, c'est avant tout un savoir-faire domestique qu'on apprend en regardant ses parents faire, et donc naturellement ça se transmet, ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. C'est pas anodin justement que des préparations soient jusqu'à ce jour similaires à des endroits aussi éloignés du globe. Mais il y a plein. Après, les circulations, elles sont grandes. Moi, j'ai juste une anecdote comme ça. La seule superstition que je respecte est liée à la cuisine, et elle est liée au piment. La seule superstition que je respecte, c'est que je ne passe jamais le piment de la main à la main. Si quelqu'un me dit passe-moi le piment, je prends le piment, je lui pose devant. S'il veut l'attraper, je lui dis non, lève ta main, hop, je pose le piment, et c'est à lui de le prendre. S'il me le passe, qu'il veut me donner dans la main, je lui dis non, pose, et je le récupère. Je fais ça parce que de par mon métissage, c'est une superstition qui existe en Martinique, c'est une superstition qui existe en Casamance, au sud du Sénégal, c'est une superstition qui existe au Vietnam. Et du coup, alors ça n'a pas forcément exactement la même signification partout, mais il est souvent question de feu et de colère. Et on considère notamment que si on passe le piment à la personne, on va se fâcher avec elle. Et je me dis que dans 3 endroits du globe aussi éloignés, il y ait sensiblement la même superstition liée au même aliment, je me dois de la respecter. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Moi, ma dernière question, c'était sur toujours un peu l'île d'Haïti et ses traditions, toujours culinairement parlant. C'est comment explique-t-on cette culture du haricot rouge? C'est incroyable. On en met partout et je ne sais pas, est-ce que c'est une cuisine qu'on a faite, c'est-à-dire une cuisine de pauvres, c'est-à-dire une cuisine qui était là pour te fortifier, pour t'éviter les maladies, pour t'éviter ceci, pour t'éviter cela. C'est pour ça qu'on faisait telle ou telle préparation ou de telle ou telle manière. Est-ce que c'est des traditions qui sont issues, transformées ou innées? C'est la vraie question. Parce que, comme on dit dans l'histoire haïtienne, on est obligé de l'apprendre en 3 temps. Il y a un temps, on va dire, d'écriture. Il y a un temps aussi philosophique qu'on a dans le vaudou et dans toutes ces pratiques-là, parce que c'est grâce au vaudou qu'on a l'étude des feuilles. Et donc l'étude des herboristes, etc., et qui nous permet effectivement d'être plus fort face à la maladie qui peut arriver. Mais je ne saurais pas comment le définir. Si vous avez peut-être une piste de réflexion ou un petit faisceau que je peux attraper, je veux bien le bouquin. Moi, les plats à base de haricots sont présents dans beaucoup de pays justement où la traite négrière a été importante. Je pense que c'est une question de bon sens alimentaire, parce que les légumineuses sont un des meilleurs
un des produits les plus efficaces, je vais dire, en termes d'apport de protéines végétales, et que du coup l'association haricots, qu'ils soient rouges ou autres, et céréales, est quelque chose qui assure des apports du coup suffisants pour un travail pour un travail physique. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est comment précisément des plats à base de haricots et de bas morceaux du cochon sont présents justement que dans plein de pays de la Caraïbe, au Brésil, en Guyane, aussi dans toute l'Amérique centrale, aux îles du Cap-Vert, parce que une fois de plus, c'est lié. Je vous invite à voir un documentaire, une série documentaire qui s'appelle La part du lion en français, High on the Hog en anglais, qui est visible sur Netflix, qui raconte l'histoire d'un chef nord-américain qui va à la découverte justement qui va au Bénin en voyage, à la découverte justement des origines possibles de la cuisine avec laquelle lui il a grandi. Et High on the Hog, c'est justement, ça veut dire le haut du cochon, justement. Et c'est parce que avant on considérait donc avec les beaux morceaux qui allaient au maître et les bas morceaux, les oreilles, la queue, le groin, les pieds, les intestins qui allaient aux esclaves. Et c'est pour cette raison-là que la feijoade, le ketchup au Cap-Vert, que justement les beans américains, et je connais pas la cuisine haïtienne, mais j'imagine qu'il y a forcément un plat qui ressemble à ça, avec du cochon et des haricots, voilà, qui sont présents parce que c'était ce que les esclaves avaient sous la main pour cuisiner la plupart du temps. Et du coup, c'est un commun encore. Merci à Déborah, Chantal, Abdou. Merci à vous, public, pour votre présence. Merci.